Une fois de plus, les grands explorateurs ont arpenté un monde de découvertes et d'aventures pour traduire en images, en paroles et en émotions la nature et son histoire. Et le voyage ne fait que commencer. France, la route de Napoléon de Daniel Drion. Voyage au cœur du Cambodge avec Sébastien Braquet. Chili, la poésie des extrêmes de Anouk Acker. Écosse, terre de légende, un film de Vincent Halleux. Danemark et Normandie sur la route des Vikings avec Philippe Soreille. Splendeur d'Italie de Mario Introia. Abonnez-vous sans tarder, le voyage ne fait que commencer avec les grands explorateurs en ligne. Visitez notre site lesgrandsexplorateurs.com. Les grands explorateurs sont particulièrement ravis de vous retrouver chez vous, de vous accompagner pour ce nouveau voyage. Chaque film, c'est toujours une nouvelle aventure, une nouvelle découverte que nous voulons partager avec vous en compagnie d'un réalisateur conférencier dont l'objectif ultime est de vous embarquer depuis chez vous quelque part dans le monde avec toute sa sincérité et toute son émotion. Né en Italie, Mario Introia s'interroge très tôt sur le devenir de notre planète. Profondément attristé de voir le déclin de la biosphère, il milite avec les premiers mouvements pour la protection de l'environnement. Ses motivations profondes proviennent d'un attachement de très longue date au spectacle de la nature dans ses manifestations les plus variées. Après plus de 40 ans de voyages sous diverses latitudes, il se consacre désormais à la réalisation d'une trilogie sur son pays natal, dont le premier opus, des Grands Lacs italiens à Venise, fut présenté dans le cadre d'une spectaculaire tournée à travers le Québec avec les grands explorateurs, mais aussi en France, en Belgique et en Suisse. Aujourd'hui, il nous propose son deuxième opus, Splendeur de l'Italie. Un voyage où la belle image et la musique nous portent dans un romantisme subtil et merveilleux. Au nom des grands explorateurs, je vous souhaite de déguster de somptueuses images, de beaux moments et un super voyage en Ligurie, en Toscane, en Campanie et dans les Cinque Terre avec Mario Introia. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue pour ce tout nouveau rendez-vous dans le cadre des grands explorateurs. Voilà bientôt 42 ans, j'étais de retour du ventre humide de la planète l'Amazonie, où je venais de tourner et de terminer les images de mon tout premier documentaire. Depuis, j'ai eu la chance et le privilège de réaliser 15 films documentaires sur 3 continents, l'Afrique, l'Amérique du Sud et enfin l'Europe. Depuis quelque temps déjà, j'ai dans mes tiroirs un projet qui me tient particulièrement à cœur pour la fin de ma carrière, la réalisation d'une trilogie sur la péninsule italienne. Il y a 3 ans, en 2017, j'étais venu vous présenter le premier volet de cette trilogie, qui était consacré à 3 régions de l'Italie du Nord, à savoir le Piémont, la Lombardie et enfin la Vénétie, avec comme fil conducteur la splendeur des lacs italiens. Comme je vous l'avais promis à l'époque, eh bien, me voici de retour avec le deuxième volet, consacré à 3 nouvelles régions de l'Italie, la Ligurie, la Toscane et enfin la Campanie. 3 régions de l'Italie qui représentent plus du tiers du patrimoine culturel de l'UNESCO. 3 nouvelles régions qui vont vous permettre d'appréhender, eh bien, une Italie insolite, romantique et surtout une Italie en majesté. Sans plus tarder, je vous propose de boucler votre ceinture pour une immersion totale au pays de Dante. Bienvenue en Italie. Questo quella per me pari sono a quant'altri d'intorno mi vedo, del mio core l'impero non cedo, meglio ad una che ad altra beltà, da costoro avvenenza e quel dono di quel fato del fiore alla vita. Dans le premier volet de la trilogie sur l'Italie, 3 régions du nord de la péninsule nous ont permis de découvrir le Piémont, la Lombardie et la Vénétie avec comme fil conducteur les Grands Lacs italiens. Dans ce deuxième volet, 3 nouvelles régions vont nous permettre d'appréhender l'extraordinaire potentiel culturel de l'Italie, la Campanie, la Ligurie
et enfin la Toscane. del core detestiamo, qual morbo crudele, sol chi vuole si servi fedele, non va. Telle la redoutable Circé, magicienne aussi belle que redoutable, l'Italie captive depuis des siècles les rois, les érudits, les poètes et les artistes, tous ensorcelés par le charme de cette éternelle séductrice. Depuis la fondation de Rome, en 753 avant notre ère, l'Italie est l'un des berceaux de la civilisation. De l'Empire romain à l'éclosion du Moyen-Âge et à l'essor de la Renaissance, l'Italie a inspiré des chefs-d'œuvre prodigieux. Elle est la superpuissance culturelle planétaire, numéro 1 mondial des pays les plus dotés en patrimoine mondial de l'UNESCO. À elle seule, elle représente plus d'un tiers des richesses artistiques d'Europe. Chacune de ces 20 régions regorge de trésors historiques inestimables et ont attiré en 2018 plus de 60 millions de visiteurs venus les admirer. Naples et sa région, la Campanie, constituent l'un des fleurons artistiques parmi les plus spectaculaires d'Italie. Le 24 juin de l'an 79, à 10 heures du matin, une explosion terrifiante retentissait sur les pentes du Vésuve, libérant une éruption qui allait engloutir les villes d'Herculanum et de Pompéi sur 15 mètres de pierre ponce et de cendres. Aujourd'hui, Pompéi est l'un des sites archéologiques les plus importants au monde. Une fenêtre unique sur une civilisation disparue dont les vestiges les plus poignants sont les corps des habitants surpris par les coulées, figés pour l'éternité. Il y a plusieurs milliers d'années, le Vésuve a fait fleurir ici des cités grecques et romaines où tout n'était que luxe et luxure. Mais les habitants de ces villes prospères ont payé leur tribut au volcan. Les Napolitains ont une devise, le fameux Carpe Diem, car la région est dominée par le volcan le plus dangereux d'Europe et il peut se réveiller à tout moment. Alors, il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Il existe une autre menace volcanique dans la baie de Naples. Le supervolcan des Champs Phlegréens, classé comme l'un des 3 volcans les plus dangereux au monde avec Yellowstone aux États-Unis et le lac Toba en Indonésie. L'une des caractéristiques du phénomène volcanique des Champs Phlegréens est le brandisséisme, qui désigne une remontée ou une baisse du niveau du sol due à l'activité volcanique. Le temple de Serapi à Pozzuoli constitue depuis toujours le point de référence pour mesurer la déformation du sol des Champs Phlegréens par rapport au niveau de la mer. Le site s'est élevé de 3 mètres entre 1970 et 1984. Au Xe siècle, son niveau d'immersion prolongé sur la mer est estimé à 6,50 mètres, en témoignent encore les traces laissées par les coquillages lithophages sur les colonnes. L'urbanisation galopante, parfois anarchique de la baie de Naples, et ses 4 millions d'habitants semblent ne pas se soucier du réveil des volcans. Parce qu'un jour, c'est une certitude,
ils se réveilleront et frapperont encore. Quand? Nul ne le sait. En attendant, ceux qui vivent sur leurs menaces aiment, dansent, prient et manifestent, jouissant de chaque instant comme d'une éternité. Le plan d'évacuation prévoit 7 jours entiers pour vider cette fourmilière grouillante de vie. Une utopie. Le jour J, les Napolitains devront affronter l'un des cataclysmes naturels les plus terrifiants. Alors, entre crainte et fatalisme, les Napolitains s'accommodent de leurs menaces permanentes qui sont devenues comme des personnages de leur vie quotidienne. Le mythe des sirènes est étroitement lié à la naissance de Naples. Elle fut fondée au IXe siècle avant Jésus-Christ par des marins grecs originaires de l'île de Rhodes, les Cumains. La légende raconte qu'ayant échoué à séduire Ulysse, la sirène Parthénope se jeta sur des récifs pour mourir. Son corps dériva jusqu'à la presqu'île de Mégarite, aujourd'hui occupée par le château de l'Œuf, où fut fondée la première colonie grecque. Le lien entre la ville de Naples et la sirène Parthénope est très fort. Celle-ci symbolise la virginité, le chant et la mort. Au bord du golfe, auquel elle donna son nom, la cité de Naples fut à la tête d'un royaume puissant, occupé tour à tour par les Grecs, les Romains, les Byzantins, les Français et les Aragonais, par l'une des dynasties les plus puissantes d'Europe, les Bourbons. La Piazza del Plebiscito est porteuse de grands symboles et d'événements historiques pour les Napolitains, en particulier celui du début de l'unification italienne. Les 2 statues équestres de Charles III et de son fils Ferdinand IV de Bourbon symbolisent le retour de la maison espagnole à Naples, en particulier Charles III, qui chassa les Autrichiens hors du royaume de Naples avant de prendre la couronne d'Espagne. Son fils Ferdinand IV fera de Naples l'une des principales capitales d'Europe. À 2 pas de la Piazza del Plebiscito, la galerie Umberto Ier fut construite en 1887 par l'architecte Emanuele Rocco. Elle marquera le début d'une période de prospérité qui coïncide avec l'ère industrielle, symbolisant la modernité et la puissance de l'industrie à la fin du XIXe siècle. Sous ses coupoles et ses verrières, elle abrite boutiques luxueuses, clubs et terrasses de café où se retrouve la bonne société de Naples pour s'adonner au grand spectacle journalier de la vie mondaine. Depuis la colline de San Martino, la vue panoramique est spectaculaire. Elle permet d'un seul coup d'œil d'apprécier tout le quartier résidentiel de Posillipo, qui fut l'ancien lieu de villégiature de l'aristocratie romaine de l'Antiquité. À l'après-guerre, grâce à ses fréquentations hollywoodiennes, elle est très vite devenue l'un des symboles de la Dolce Vita en Italie. Bâtie en amphithéâtre, l'indomptable ville méditerranéenne semble rouler sur elle-même, dans un joyeux désordre d'immeubles, de terrasses et de jardins qui finit jusqu'à la mer. En 1980, entre spéculation immobilière et explosion démographique, de nouveaux projets urbanistiques décalés avec le centre historique voient le jour à Naples. Parmi tous ces projets, celui du centre directionnel, né en 1985, sera le plus décrié. La base de ce projet était d'offrir à la ville un environnement d'une grande valeur économique et culturelle. C'est du moins ce qu'espéraient ses concepteurs. On se demande encore aujourd'hui comment ce projet a pu voir le jour, malgré ses références explicites à l'architecture américaine, au centre de 3 millions d'histoires napolitaines.
Si vous êtes amateur de lieux insolites, je vous propose de découvrir le métro de Naples, qui est une incroyable galerie d'art contemporaine pour la modique somme d'1,30 €, le prix d'un transport urbain. Sous la direction d'Achille Bonitolive, ancien directeur de la Biennale de Venise, les 15 stations du métro napolitain ont été conçues et décorées par les plus grands architectes du monde entier. La station Toledo, classée comme la plus belle station d'Europe, a été conçue par une firme espagnole autour du thème de la Méditerranée et de la lumière. Ici, nous pouvons ressentir l'étrange sensation d'être proprement happés par la Méditerranée toute proche, reliée au monde extérieur par un puits de lumière juste au-dessus de l'escalator. L'un des lieux les plus lénifiants de Naples se trouve en plein cœur du centre historique où se dresse le monastère de Santa Chiara, Sainte-Claire, l'une des saintes les plus populaires de l'Église catholique. Santa Chiara fut la fondatrice de l'ordre des Clarisses. C'est en son souvenir et sous ordre du roi Robert d'Anjou que fut construit au XIVe siècle le monastère de Santa Chiara. Le cloître, unique en son genre, abrite un jardin composé de piliers octogonaux et de murets recouverts de majoliques, décorés des scènes champêtres. Elles sont l'œuvre des artistes père et fils Donato et Giuseppe Massa. La noblesse napolitaine a laissé à Naples d'innombrables trésors culturels, mais aussi beaucoup d'intrigues, autour desquelles de véritables légendes se sont construites. Celle de Ramundo de Sangro, prince de San Severo, né en 1710, est lié aux sculptures de sa chapelle San Severo. Proche de la famille des Bourbons et du pape Clément XII, qui ouvre l'accès de la bibliothèque secrète du Vatican, où très vite, il va aiguiser son intérêt marqué pour la science. Parmi ses innombrables centres d'intérêt se trouve l'alchimie, qui lui a valu le surnom de prince diabolique de Naples. La légende du Christ voilé de la chapelle de San Severo est au centre d'une intrigue tenace selon laquelle le prince, par une formule alchimique, aurait transformé le voile du marbre qui recouvre le corps du Christ en un voile de tissu réel. Les plis du voile sont si légers, si troublants, que le tissu semble déposé sur le corps allongé, tandis que la sérénité des traits du visage donne l'impression que le Christ dort paisiblement et respire encore. En réalité, l'effet du voile est dû au grand talent artistique du sculpteur napolitain San Martino. La légende fut levée il y a moins d'un siècle à peine par des analyses spécialement conçues et réalisées pour dissiper la controverse. Deux autres sculptures forcent l'admiration. Et comme pour le Christ voilé, elles ont été réalisées à partir d'un seul bloc de marbre. Tout d'abord, celui du prince Kerolo, qui représente le Père se libérant du filet qui l'enserre. Elle symbolise le pécheur aux mœurs dissolues, s'arrachant de ses péchés pour revenir à une vie pieuse. La légende raconte que le filet est si fin que les polisseurs, de crainte de le briser, refusèrent de le poncer, laissant le soin à l'auteur lui-même. D'autres sculptures intitulées La Pudeur représentent la mère du prince, morte peu après sa naissance. On ne peut s'empêcher de se poser la question, pourquoi avoir représenté sa propre mère sur ses traits érotiques pour symboliser la pudeur? Les sculptures ont l'air si organiques, si réelles, qu'elles semblent être le résultat d'un processus surnaturel. Pas étonnant alors que la légende qui entoure le prince soit si tenace.
La meilleure manière de côtoyer les Napolitains et participer intimement à leur vie privée, c'est de s'immerger corps et âme dans la foule bruyante des marchés populaires. Celui des poissonniers, de la Porta Nolana, est une sorte de commedia dell'arte, typiquement napolitaine, où chaque jour se jouent les scènes de la vie quotidienne à grand renfort de gestes rituels, renforcés d'expressions aussi locales que peu flatteuses. Dans ces quartiers pauvres de la ville, ses habitants vous le diront. Tout finit toujours par s'obtenir au prix de 1001 détours et de 1001 combines. À 2 pas de la Porta Nolana, dans le quartier de la Forcella, la pizzeria da Michele est le temple de la pizza depuis 1870. Prise d'assaut tous les jours, la file d'attente se prolongera jusqu'à tard dans la nuit et prouve, s'il en est besoin, que nous sommes ici, dans ce qui se fait de mieux à Naples et dans le monde. Fabrizio, 6e génération de pizzaioli, nous raconte l'histoire de la È pizza. nata appunto la Regina Margherita, la famosa pizza che si parlava di Brandi. Però alla fine, diciamo come antichità, stiamo lì perché anche noi... Si la pizza Margherita fut créée en 1889 par le pizzaiolo napolitain, en revanche, notre famille ouvre la première pizzeria à Naples en 1870. Nous serons donc les premiers dans l'histoire à proposer ce type de produit. Plus de 150 ans après l'ouverture de notre pizzeria, la recette est toujours la même et a toujours autant de succès. Il y a 10 ans, nous avons créé une école pour pizzaioli. Pour des questions de bureaucratie et de coût, elle ne s'inscrit pas dans la durée, mais donne un enseignement général de 2 à 3 mois pour donner une base pratique à ceux qui veulent se lancer dans le métier. Affinché una persona può cominciare a praticare insomma questo mestiere. Pour les plus prometteurs qui sortent de cette école, nous leur donnons la possibilité d'intégrer les équipes des établissements parmi les plus reconnus de Naples. Sono poi insomma delle filiali nostre, insomma dei partner o quant'altro. Julia Roberts viene qui Dans notre proprio pizzeria, Julia Roberts a tourné l'une des scènes de son film « Manger, prier, aimer » d'après le livre d'Elisabeth Gilbert. Notre établissement fut choisi pour l'excellence de notre pizza, contribuant à la réputation de notre pizzeria. Pour qui connaît l'histoire de cette ville, manger une pizza à Naples, c'est aussi ingérer une part de son passé. Un temps où la nourriture composée d'eau et de farine, agrémentée de saindoux, a sauvé les Napolitains de la famine. S'il est un cliché qui représente l'identité de Naples, c'est bien son labyrinthe de ruelles qui mériterait pour l'occasion un air majuscule. Escarpés comme je les aime, fleurant la lessive fraîche des vêtements suspendus au balcon, elles sont le cœur vibrant de la vie napolitaine. La plus représentative de ces ruelles est celle de San Gregorio, qui a maintenu au cours des siècles une extraordinaire vitalité pour ses nombreux ateliers et boutiques dédiés à l'art de la crèche et des santons. Au fond d'une cour, les frères Luigi et Giovanni Tiso sont très respectés pour leur savoir-faire. Ils sont représentatifs de ces familles d'artisans talentueux qui se transmettent le métier depuis plusieurs générations. Luigi et Giovanni ont grandi au milieu des crèches et des santons de leur père. Le soir, me dit-il, lorsque nous rentrions de l'école, plutôt que de jouer au ballon avec les gosses du quartier, nous aidions notre père à la confection des crèches et des santons. L'art du santonnier réside dans l'expression de ses créations, me dit Luigi. Mes santons doivent avoir la sincérité et la naïveté authentique du petit peuple de Naples. Du haut de ses 38 ans, Luigi ne cache pas une certaine inquiétude pour la pérennité de son art. Dans les années 1970, dit-il, nous avons résisté à la vague du plastique, mais résisterons-nous aux contrefaçons chinoises qui déjà inondent le marché?
La culture napolitaine a grandi au rythme de la musique. En 1550, la ville de Naples se dotera de la première école de musique en Europe. Vers la fin du XVIIe siècle, la mandoline deviendra l'emblème et le symbole romantique de Naples. Raphaël Calache, arrière-petit-fils de Nicole Calache, qui est le fondateur des dynasties de luthiers, continue de perfectionner la mandoline, réputée dans le monde entier. La mandoline est aujourd'hui un instrument assez largement méconnu dans le grand public. Il associe généralement à la musique populaire italienne. Pourtant, elle a connu ses heures de gloire dans la musique classique. De grands compositeurs tels que Mozart, Johann Hofmann, Beethoven ou Vivaldi, entre autres, ont écrit des œuvres magistrales pour mandoline. Travaillées à la main, puis exportées dans le monde entier, les mandolines Calache représentent l'excellence de l'artisanat napolitain. De génération en génération, la famille se transmet les secrets de fabrication jalousement conservés. La fabrication d'une mandoline se compose de 7 étapes essentielles, desquelles pas moins de 15 phases seront nécessaires pour obtenir un instrument parfait. Le choix du bois est bien sûr primordial, car c'est à partir du bois que va naître l'instrument. Et c'est dans le bois que l'on va chercher la sonorité. Il est donc indispensable de choisir des essences de très grande qualité sonore. Dans la famille Calache, les essences d'arbres utilisées sont au nombre de 4 et sélectionnées avec beaucoup d'attention. L'érable et le palissandre pour la coque sonore et le manche, l'épicéa pour la table et l'ébène incrusté de nacre pour la décoration. La plupart des étapes de fabrication marquent en fait des actions complexes et précises sur la matière. Elles se distinguent par rapport à l'outil employé, la manière de l'utiliser et le résultat obtenu. Les gestes du luthier sont à la fois calmes et précis, aisés et rapides. Ils s'enchaînent étape par étape dont on pressent la complexité, loin de toute improvisation. Le vernissage, phase cruciale dans la fabrication, nécessite une vingtaine de couches pour l'esthétisme de l'instrument, mais surtout pour la restitution du son. Ainsi, le vernis est préparé avec le plus grand soin. La formule n'a pas changé depuis la fondation de la dynastie en 1850. Le véritable secret de fabrication de la mandoline Calache réside dans les 180 éléments qui composent l'instrument. Les aïeux de Raphaël ont su trouver le secret sonore de chacun d'eux, qui aujourd'hui encore font l'excellence de leur mandoline. La mozzarella est l'autre symbole patrimonial de la campagne. À 100 km au sud de Naples, la Tenuto Vannulo est une ferme modèle pour mouflonnes VIP, traitées comme des reines, chouchoutées comme s'il s'agissait de créatures sacrées. Ces demoiselles sont soignées à l'homéopathie et surtout, jamais bousculées. C'est l'alchimie incontournable d'après le propriétaire pour produire la mozzarella, la plus populaire d'Italie. Ici, les quelques 500 mouflonnes sont traitées avec beaucoup d'égard. Lorsqu'elles sont à l'étable, elles écoutent régulièrement de la musique classique, ruminent sur des matelas en caoutchouc et se font masser par des brosses pour ensuite aller se faire traire à leur propre initiative. Ici, me dit Antonio Palmeri, propriétaire du domaine, je traite mes princesses comme le ferait un hôtel 5 étoiles pour ses clients. Et visiblement, ça leur plaît.
Dès qu'elle ressent le besoin de se faire traire, Dame Bouflonne, d'un pas de sénateur, se dirige vers la salle d'attente, où tel un veau affamé, le robot va lui tuer son lait. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a foule. Honda, c'est son nom, devra comme toutes ses copines attendre son tour. Le robot reconnaît chacune des Bouflonnes grâce au code émis par leur collier numérique, renfermant toutes leurs données signalétiques. Ce robot a la capacité d'analyser non seulement la qualité et la quantité de lait, mais aussi l'état de santé de chacune des Bouflonnes du domaine. Les Bouflonnes possèdent peu de glandes sudoripares. À partir d'une certaine température, elles ont grand besoin d'eau pour se rafraîchir. À l'étable, toutes les heures, un système d'arrosage automatisé relâche de grandes quantités d'eau pour nettoyer et rafraîchir ces dames qui accueillent avec un plaisir non dissimulé cette délicate attention. La mozzarella est directement fabriquée au domaine. Ici, pas d'exportation ou de vente en supermarché. Produite chaque jour, la mozzarella travaillée à la main avec une habileté déconcertante est vendue en quelques heures. Directement au comptoir et il la foule tous les jours. Insolente et insoumise, éruptive et colorée, la baie de Naples, à l'ombre de ses volcans, déploie toute sa splendeur. Au sud de Naples, par la route qui longe la Méditerranée, la côte amalfitaine offre à l'Italie ses plus beaux paysages maritimes. De nombreuses tours martiales jalonnent cette côte. Elle nous signale qu'ici, au Xe siècle, rayonnait l'une des plus puissantes et des plus anciennes républiques maritimes, rivalisant avec celles de Venise et de Gênes. La ville d'Amalfi fut le siège de cette puissance maritime, qui est aussi à l'origine de la fondation de l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Amalfi, élevé au rang de capitale de république maritime au IXe siècle, bâtit à grands frais sa nouvelle cathédrale, magnifiquement ornée de mosaïques et d'incrustations de marbre. Elle fut construite pour accueillir en 1208 les reliques de Saint-André. Ces splendides portes de bronze furent offertes par Mauro Pantellone, le plus célèbre et le plus riche des marchands d'Amalfi, qui les fit fondre à Constantinople en 1066 pour les ramener dans sa ville. Dès le Moyen-Âge, la région d'Amalfi fut réputée pour son artisanat, notamment pour la qualité de fabrication de son papier. Pourtant, l'histoire ancienne du papier commence bien loin de la côte amalfitaine, plus précisément en Chine, au IIe siècle avant Jésus-Christ, pour ensuite rejoindre la Perse et les pays arabes. La technique arrive sur la côte amalfitaine dès le 8e siècle, très vite. Les Amalfitains vont améliorer les techniques de fabrication grâce notamment à la fibre de coton. Cette production deviendra l'une des ressources principales d'Amalfi et restera florissante même après le déclin de la République maritime. L'excellence de ce papier réside dans sa matière première, faite de chiffon en coton, déchiqueté, broyé pour obtenir des fibres, mélangé à de la colle organique et mêlé à de l'eau que l'on recueille dans la forme après l'avoir plongé dans la cuve. Là,
se déposeront les fibres de coton qui seront ensuite transférées sur une lame de feutre pour les égoutter avant d'être suspendues dans les séchoirs. Giuseppe Amadruda est le dernier des descendants de cette grande dynastie de papetiers qui aujourd'hui encore perpétue la technique du papier fait main. Les artisans papetiers avaient tout ce dont ils avaient besoin pour devenir de véritables experts. Des fibres de coton provenant de leurs nombreux commerces maritimes, de l'énergie hydraulique transmise par les nombreuses cascades dévalant les montagnes pour faire fonctionner les papeteries à une époque où l'électricité n'existait pas encore. Il ne reste aujourd'hui qu'une seule papeterie encore en activité depuis 1198. C'est la famille Amadruda, qui est devenue la plus ancienne papeterie d'Europe, perpétuant encore la technique du papier fait main. Parmi les plus fidèles clients se trouvent des familles royales, des artistes internationaux, mais aussi de nombreuses institutions prestigieuses, telles que le Vatican, dont certaines correspondances se fait toujours et encore avec la carte d'Amalfi. Dans le showroom, un gros livre relié cuir frappé du sceau du Vatican attire mon attention. Giuseppe finit par me révéler que le Vatican lui a confié l'encartage et la reliure de textes très anciens, de grande valeur ésotérique, sortis tout droit des bibliothèques ténébreuses et hermétiques du Vatican. Il ne m'en dira pas plus. Par le passé, sa famille faisait partie des prestataires fidèles et discrets du Vatican et Giuseppe perpétue toujours et encore la tradition. Una raccolta di tutti I documenti storici dell'epoca trascritti in italiano e latino. La côte est animée par des villages perchés tels les nids d'aigle, des cultures en terrasse au parfum d'agrumes, de criques secrètes et légendaires, repos des poètes et des artistes romantiques. La route qu'on appelle communément l'Amalfi Drive nous offre-t-elle un balcon suspendu, des panoramas vertigineux, uniques, merveilleux et incroyablement dépaysants. Si le paradis existe, il est ici, s'exclamait Clark Gable. Au départ d'Amalfi, dans des paysages dignes de la mythologie antique, la route nous conduit vers l'autre joyau de la côte amalfitaine, la ville de Positano. La légende raconte qu'il fut fondé par Neptune lui-même, par amour pour une nymphe. Ici, les maisons sont étagées les unes aux autres et il ne subsiste guère d'espace pour ajouter un seul mètre carré habitable à cette pyramide d'habitations colorées. Au large du golfe de Naples, flottant délicatement sous les eaux étincelantes de la mer Tyrrhénienne, l'île d'Ischia fait partie des pépites qui gravitent autour de la botte italienne. Perché sur son promontoire volcanique, le château aragonais du XVe siècle s'avance majestueusement dans la mer tel un Mont-Saint-Michel miniature, égaré en Méditerranée. La légende place l'île comme un lieu d'un printemps éternel, d'un paradis terrestre, où pendant longtemps, l'espace du jardin Ravino fut un espace imaginaire.
Chaque jardin d'ailleurs est une forme élaborée de paysage façonné par son créateur, qui tente de reproduire à plus petite échelle le monde, mais pas comme il est, mais plutôt comme il voudrait qu'il soit. Ce jardin est l'œuvre d'un jardinier militaire, capitaine de marine qui eut une rencontre plutôt singulière avec les gigantesques saguaros du désert de l'Arizona. Le choc provoqua le début d'une passion toujours intacte pour les cactus. Dans la partie méridionale de l'île se cache le plus beau village d'Italie consacré par le National Geographic, San Angelo. Visconti avait une phrase célèbre pour l'évoquer. Je ne sais pas si ailleurs c'est l'enfer, mais ici, on se rapproche du paradis. Il se dégage de ce village de pêcheurs une extraordinaire tranquillité où le temps semble suspendu. Les voitures ne sont pas autorisées et le seul moyen de transport sont vos jambes, ce qui rend cet endroit encore plus romantique et singulier. De retour sur le continent, notre prochaine et dernière étape dans le golfe de Naples est l'inoxydable île de Capri que nous rejoindrons à partir de la presqu'île de Sorrento. Sorrento s'enfonce comme un doigt dans la mer Tyrrhénienne, pointant ses falaises abruptes parsemées de plages parmi les plus belles d'Europe. La presqu'île est le point de départ idéal pour se rendre sur l'île de Capri. Sur le papier, rien ne prédestinait cette île à devenir une légende. Et pourtant, depuis l'Antiquité, elle attire d'abord les empereurs romains, puis les stars hollywoodiennes, les jet-setters, les hommes d'affaires, tous envoûtés par le charme de la plus médiatisée des îles de la Méditerranée. L'île, sur ses 10 km², est cernée de paysages grandioses, baignée par une mer cristalline aussi envoûtante qu'irrésistible. Lors d'une entrevue, un journaliste m'a demandé d'imaginer mon paradis terrestre. Je lui ai répondu qu'il pourrait ressembler à une île merveilleuse, faite de criques paradisiaques, baignée par une mer de légende. Le tout dans un écrin de nature spectaculaire qui s'embrase lors des couchers de soleil. Pour ceux qui souhaiteraient conserver un souvenir de cette ciné-conférence, eh bien, avant de repartir dans cette seconde partie qui va vous permettre de découvrir la Ligurie et la Toscane, je vous rappelle qu'à partir du site internet des Grands Explorateurs, vous pourrez télécharger le DVD du film et notamment le DVD du premier volet que j'étais venu vous présenter il y a 3 ans, Splendeur d'Italie, avec les lacs italiens. Merci.
après cette première partie, eh bien, vient le moment où, bien sûr, on se pose des questions concernant eh bien, le propos du film. D'une part, et depuis 42 ans de conférences, je m'aperçois que les questions tournent toujours autour du voyage. Des questions qui, au demeurant, peuvent paraître basiques, mais qui prennent de l'importance lorsqu'on ne connaît pas la destination. En ce qui concerne l'Italie, bien souvent, on me demande, mais quelle est la meilleure période pour y aller? Alors, la meilleure période se situe bien sûr au mois de mai. C'est à ce moment-là, naturellement, où vous pourrez avoir une lumière absolument magnifique pour ceux qui aiment faire la photo, puisque vous n'avez pas de vol atmosphérique comme on peut trouver durant les journées d'été. L'autre avantage de partir au mois de mai, c'est que pour visiter les parcs et jardins, mais également aussi les musées, la température est tout à fait idéale et vous n'êtes pas dans cette température écrasante les journées d'été en Italie. L'autre question qui revient souvent, c'est bien sûr l'hébergement. Alors, l'hébergement peut paraître basique, mais là encore, c'est très important parce qu'en fait, l'hébergement représente 50% de la réussite d'un voyage. Rien n'est plus fâcheux lorsqu'on arrive sur place et qu'on a un hébergement qui ne correspond pas à ses attentes. Alors, moi, depuis très longtemps maintenant, je voyage avec un site que je connais bien depuis leur début et qui s'appelle casevacanze.it, donc casevacanze.it. Ce sont des jeunes qui ont lancé un site internet qui est très performant, avec un système de qualité vraiment surprenant. Les remises à jour se font tous les 6 mois. Il y a une équipe qui finalement voyage sans cesse à travers l'Italie pour aller explorer les hébergements. Sachez que là, il n'y aura pas d'hôtel dans ce site qui est proposé, mais plutôt des appartements, mais également des chambres d'hôtes. Vous pourriez me poser la question de savoir si l'Italie est vraiment numéro 1 en matière de patrimoine. Je vous répondrai aisément que, effectivement, c'est le pays le plus doté en patrimoine immatériel. On se pose parfois aussi beaucoup de questions autour des 5 terres, les Cinque Terre, eh bien, qui est aussi classé au patrimoine, mais cette fois-ci naturel, de l'UNESCO. L'Italie, en ce sens, a plusieurs patrimoines naturels, comme la vallée d'Orcia, en Toscane également aussi, qui est un lieu où ont été tournés pas mal de films, et notamment le fameux Gladiator, aux multiples Oscars, de Ridley Scott. Si Florence et Sienne ont toujours été au bord de la guerre fratricide, il faut savoir que les grands maîtres de la Renaissance étaient, par la même occasion, toujours au bord de l'affrontement. Sienne et Florence ont toujours été dans une espèce de compétition dans laquelle, eh bien, on a construit les plus belles églises, les plus beaux monuments. Et donc, les grands maîtres, entre Botticelli, entre Michel-Angelo et Da Vinci, il y a eu aussi une rivalité tout à fait incroyable. C'est pour ça que l'on peut retrouver eh bien, la Pietà, la fameuse sculpture de Michel-Ange, qui est certainement la référence en matière de sculpture. Botticelli nous a laissé le printemps et la naissance de Vénus. Et puis, on va dire que Da Vinci, lui, tout simplement, nous a laissé aussi des trésors. D'ailleurs, à l'occasion d'un rendez-vous qui a été donné entre Da Vinci et Michel-Angelo, eh bien, Da Vinci lui a tout simplement tendu un espèce de piège où Michel-Ange, à un moment donné, eh bien, a été rué de coups par d'autres artistes également qui étaient jaloux tout simplement de son talent. Et on pense que l'instigateur de ce rendez-vous fut Da Vinci. D'ailleurs, lorsqu'on voit effectivement Michel-Ange sur certaines photos aujourd'hui, sur certaines représentations, il a le nez cassé. Bien souvent, je me suis demandé ce qu'on pouvait apporter de plus au public des grands explorateurs, en dehors naturellement des images qu'on peut leur offrir à travers nos voyages. Aujourd'hui, la technologie fait que les appareils photo sont devenus très intelligents, encore plus que l'opérateur, ce qui fait que, bien souvent, il y a des gens qui me disent « Mais je suis passé par là, j'ai fait un coucher de soleil magnifique, pourquoi vous ne l'avez pas montré ?» Alors, dans ces questions que je me suis posées, est arrivé à notre secours l'avènement de la technologie à travers les drones. Il y a de ça 4 ans, j'ai lancé le premier film donc avec des prises de vue en drone. C'était vraiment formidable. C'était une autre approche qui apportait beaucoup d'émotions aux spectateurs. Là, en ce qui concerne Splendeur d'Italie, que nous avons terminé, nous avons travaillé dans des conditions tout à fait exceptionnelles, puisque nous avions non seulement les autorisations adéquates pour pouvoir filmer et naturellement voler dans des rues comme Florence, où vous ne pouvez pas venir en plein après-midi lorsqu'il y a 2 millions de personnes dans les rues. Donc, bien souvent, on va dire que les prises de vue se faisaient le matin vers 6 heures, lorsqu'il n'y avait pratiquement personne dans les rues. Alors qu'il faisait beau, qu'il ne faisait pas beau, eh bien, il fallait voler d'une certaine manière. Les autorisations sont demandées 1 an, voire 1 an et demi à l'avance, parce qu'il faut vraiment beaucoup de patience. Et lorsqu'on les a, eh bien, il faut tout simplement aller allumer un cierge à l'église pour avoir les bonnes lumières. Donc, il m'est arrivé, notamment en Florence, où les autorisations sont très difficiles à obtenir, eh bien,
de refaire 1 an après plus tard les images dont j'avais besoin, parce que le jour où il fallait tourner, eh bien, il ne faisait pas beau, il pleuvait. Les images de drone aujourd'hui, lorsqu'ils arrivent à propos dans un film, apportent beaucoup d'émotion. Lorsqu'ils sont utilisés à propos, on ne peut pas non plus faire un film que d'images de drone. C'est ainsi qu'on a survolé Pompéi dans des conditions absolument magnifiques en tous les cas. Là encore, c'était vraiment des autorisations très difficiles à obtenir parce que ce précieux sésame, eh bien, on ne l'a pas aussi facilement. Il faut naturellement les heures de vol, il faut un plan de vol, etc. et tout. Il faut toutes les assurances et toutes les protections possibles et inimaginables parce que, eh bien, les drones peuvent causer quand même pas mal d'accidents. Mais pour nous, ça a été vraiment un moment très intense du tournage que d'avoir une approche qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, l'approche de l'oiseau, et qui, nous, opérateurs, nous a apporté beaucoup d'émotions. Alors, j'espère en tous les cas que cette émotion, vous l'avez ressentie à travers ces images. Maintenant, je vous propose de rejoindre les images et la deuxième partie qui va vous permettre de découvrir la Ligurie et la Toscane pour une immersion totale vers des paysages maritimes absolument magnifiques. Bon voyage. Questo quella per me pari sono a quant'altri d'intorno mi vedo del mio core. S'étendant en arc de cercle, le long du golfe de Gênes, la Ligurie, touchée par la Grâce, renvoie l'écho d'une région verte et luxuriante. À partir de Vintimille, les Alpes jettent leur dernière verticalité dans une mosaïque de paysages grandioses. Du Ponant-au-Levant, je vous propose de découvrir la Riviera italienne en 7 destinations parmi les plus belles d'Italie. Lorsque l'on quitte la France, en longeant la Méditerranée, et qu'on arrive en Italie, on débouche sur la station balnéaire de Vintimille. À partir des terrasses de Vallebonne, débute la Riviera dei Fiori. Cette région est célèbre pour ses paysages escarpés, mais aussi pour sa production d'huile essentielle, provenant notamment des fleurs du bicaradier, qui a sculpté les paysages et jadis contribué à l'essor économique de la région. La distillerie historique de la famille Guglielmin, fondée en 1856, était jusqu'en 1960 la principale entité productive. Pietro, l'arrière-petit-fils du fondateur en 2004, plante 150 bigaradiers qui sont enfin en pleine production aujourd'hui. Ainsi, il relance la tradition pour redonner vie à l'ancienne exploitation qui a fait les beaux jours de Vallebonne. Depuis quelques années, s'est ouvert un marché des arômes qui aujourd'hui encore est en plein essor, en particulier dans le domaine de la pâtisserie et des glaces où la demande est très forte. Notre eau d'orange amère, obtenue à partir des fleurs du bigaradier, possède un arôme délicat et intense. Il s'inscrit parfaitement dans cette demande. Nous produisons aussi une huile essentielle extrêmement rare qu'on appelle le neroli, utilisée entre autres pour l'élaboration de parfums. Quelli che si ricordano, perché io no, dicono che la regina Margherita. La grand-mère de Pietro se souvient. Ceux qui aujourd'hui se rappellent encore, dit-elle, disent que la reine Marguerite de Savoie aimait se promener en carrosse sur les terrasses de Vallebonne pour sentir le parfum des fleurs du bigaradier qui embaumaient jadis toute la vallée jusqu'à la mer. Sono le tende di Elisa queste? Tutta su, faccio tutta. Guarda lì, si nasconde. Occhio al petalo. Un travaglio per conto me e lei. Vabbè. Les premières plantations remontent en 1845, lorsque les habitants de cette vallée dorée décident de défricher les forêts de pins pour y faire pousser en nombre les bigaradiers. Les plus grands spécimens qui dépassent rarement les 2,50 m de hauteur ont trouvé à Bordighera
un terrain propice à son épanouissement. L'homme a su tirer le meilleur parti de cette essence fragile et parfois capricieuse pour en recueillir une économie de subsistance. Les feuilles, les rameaux et la fleur parfumée ont de nombreuses applications à la fois pharmaceutiques et alimentaires. Son huile essentielle, le néroli, obtenu à partir de la fleur, est un véritable élixir, très rare et plus cher que le caviar. Qua sono stati cremati dalla neve. La fleur du bigaradier, dont les origines remonteraient au contrefort de l'Himalaya, est cultivée sur les bords de la Méditerranée depuis le Xe siècle. Mais sa terre de prédiction reste la Riviera italienne et la Côte d'Azur française. Andiamo. Andiamo a mangiare, andiamo. Mamma, qualche sciocco di tu, Sì. Vicini. Si Pietro m'a gentiment autorisé de le filmer pendant l'évaluation de l'eau d'orange amère, en revanche, il n'a pas souhaité d'être filmé durant le processus de distillation de son huile essentielle. Ce qui se comprend fort bien, étant donné sa valeur marchande et le secret de fabrication qui est propre à chacun. Ce fut aussi une exigence de Margaret, mécène américaine, créatrice de parfums, arrivée fraîchement de Californie pour contrôler la qualité du néroli. De Gênes à la frontière toscane, la Riviera est un déroulé de paysages intemporels, plongeant un pic de la mer miraculeusement préservé des excès immobiliers. Entre le Levant et le Ponant, la Ligurie fait la part belle à sa capitale, Genova, levée au fond du golfe du même nom, qui est une terre d'histoire et de marins. Elle fut aussi par le passé une des principales puissances maritimes du Moyen-Âge, qui inventa la banque tournée vers l'Orient. Pour autant, Gênes n'a pas à rougir du présent. Elle demeure non seulement le premier port, mais aussi la 5e ville la plus importante d'Italie. Visiter Gênes, c'est découvrir l'histoire d'une des principales puissances du Moyen-Âge. C'est rencontrer l'une des villes les plus aristocratiques d'Europe, moins ostentatoire, mais sans doute plus riche que Venise. C'est aussi voir des palais dont les riches façades baroques ne donnent qu'une pâle idée des richesses qu'ils contiennent. Le palais royal, inscrit dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, en est un parfait exemple. Ce palais du XVIIe siècle, plusieurs fois remodelé, fut vendu à la famille royale de Savoie qui l'adoptera comme résidence officielle. Plus tard, en 1842, elle sera modernisée pour s'adapter aux nouvelles exigences diplomatiques. S'adressant à un ami proche, l'humaniste et poète Francesco Petrarque écrit à propos de Gênes. « Tu verras une cité royale adossée à une colline, superbe par ses hommes et par ses murs, dont le seul aspect témoigne des richesses qu'elle renferme. » La place Raphaël Ferrari souligne à propos le ressenti de Petrarque. Elle est le siège de nombreuses institutions industrielles et financières qui, à partir du XIXe siècle, sera le principal centre financier de l'Italie, avec Milan. À 2 pas, sur la piazza Giacomo Matteotti, le palais ducal nous rappelle qu'il fut le siège du gouvernement de la très puissante République maritime de Gênes. Rome, Florence et Venise font davantage rêver les touristes. Mais Genova saura vous séduire par les vestiges de son passé prestigieux. Ses riches immeubles, ses parcs, son centre historique, jusqu'à son arc de triomphe, ne vous laisseront pas indifférents. Voici le cloître de San Andrea.
Il serait le reste d'un monastère du XIIe siècle, exproprié pendant la période napoléonienne pour être transformé en prison. Le cloître se situe juste sous les tours de la Porte Soprana, qui était autrefois l'entrée principale du système de fortification génois. Du temps de la République maritime, Gênes était une plaque tournante dans le commerce des métaux précieux et de l'orfèvrerie. Les bijoux, issus des ateliers génois, étaient très appréciés des cours et des puissants. Aujourd'hui, l'atelier de Sarah Gismondi, héritière d'une très longue tradition familiale, perpétue encore ce savoir-faire. Jadis, dans le milieu du XVIIe siècle, ma famille était spécialisée dans la confection de chaussures, enrichies par des boucles en argent pour la haute société génoise. Du travail de l'argent, à partir de 1773, mes arrière-arrière-grands-parents vont élargir leur savoir-faire pour se lancer dans la création de toutes sortes de bijoux. Siamo arrivati fino a poi alla creazione dell'oreficeria, della gioielleria. En 2010, j'ai repris l'atelier familial et fait un pas en arrière dans la tradition artisanale. J'ai lancé des collections d'orfèvrerie en élaborant des bijoux en argent, en or, rehaussés des pierres précieuses, mais avec les techniques artisanales d'autrefois. Di gioielli in argento e in oro, anche con pietre, ma con le tecniche artigianali che usavano proprio i nonni. À l'est de Gênes, au centre de la Ligurie, commence la Riviera du Levant. Un littoral ponctué de villes et de villages spectaculaires tous colorés et parfois en trompe-l'œil. Camogli, petit port de pêche donnant sur le golfe du Paradis, est parmi les plus beaux de la Riviera du Levant. Ici, loin de la frénésie des grandes villes liguriennes, la vie s'écoule paisiblement parmi des paysages de cartes postales, dans une atmosphère romantique. En longeant la côte des Dauphins, nous arrivons à Santa Margherita, l'un des fleurons de la Riviera du Levant. Autrefois, village de pêcheurs et de meuniers, elle est devenue une station touristique réputée. Les activités tournent autour du port, qui est à la fois le point d'amarrage des bateaux de pêche et des bateaux de luxe. Toute la ville est enserrée dans une baie ravissante, sertie de collines à la végétation luxuriante, où palais, hôtels et villas s'offrent au regard dans une farandole de couleur ocre. Si Santa Margherita n'est pas la capitale du corail rouge, revendiquée à juste titre par Torre del Greco, dans la province de Naples, elle est néanmoins réputée pour l'élaboration de bijoux à partir de cet organisme marin qui fascine l'homme depuis la nuit des temps. Contrairement aux idées reçues, la pêche du corail rouge, endémique à la Méditerranée occidentale, n'est pas interdite, mais sévèrement réglementée. Dans la mythologie romaine, l'origine du corail rouge proviendrait jadis de la tête de la méduse tranchée par Persée, qui, dit-on, devint corail au contact de la mer. La religion chrétienne fera de la couleur rouge du corail le symbole du sacrifice du Christ, ce qui lui confère des pouvoirs magiques
accentuée par la localisation dans les fosses marines. Nous quittons Santa Margherita pour rejoindre Portofino, le refuge du Gotha international qui ne connaît pas la crise. Ici, les grands joailliers, les couturiers, les créateurs italiens, français et américains ont littéralement créé un village de luxe où Hollywood reste une valeur sûre, où top modèles, rockstars et dieux du foot pratiquent l'art d'être vu qui prend ici toute son importance. Bonjour, je m'appelle Fluvio. Bienvenue au moulin del Gasseta, sur les hauteurs de Portofino. Un moulin traditionnel, reconverti en trattoria, avec une vue fantastique sur Portofino. Aujourd'hui, je vous propose un pesto traditionnel comme le préparaient mes grands-parents, différent de celui proposé par certains restaurants qui, pour gagner du temps, utilisent un blender pour broyer les ingrédients. Le résultat ainsi obtenu n'est pas à la hauteur du pesto originel, préparé avec l'outil traditionnel, le mortier, qui doit être rigoureusement de marbre pour conserver la fraîcheur des ingrédients, sans oublier le pilon, qui doit être en bois d'olivier pour sa dureté. Nous avons besoin de 7 ingrédients, le basilic, d'origine protégée, effeuillé, lavé et séché. Ail, gros sel, pignon de pin, parmigiano reggiano, mélangé de pecorino sardo. Et pour finir, de l'huile extra vierge de Portofino, de grande qualité, première pression à froid. Pour commencer tout d'abord, du gros sel marin. Puis, écoutez bien, la recette exige qu'à chaque 60 feuilles de basilic, il faut ajouter une gousse d'ail. Ici, nous mettons la quantité appropriée. Le deuxième ingrédient pour amalgamer la sauce sont les pignons de pin. En résumé, nous avons mis du gros sel, une gousse d'ail et des pignons de pin. À partir de là, nous commençons à travailler énergiquement nos ingrédients avec notre pilon en bois, tout en cherchant d'amalgamer les produits. La méthode correcte est de tenir de la main gauche le mortier et de la main droite le pilon, en tournant dans le sens contraire d'une main. Il est important de préciser que le goût du basilic, s'il se trouve sur la feuille elle-même, en revanche, c'est précisément dans les nervures qu'il se situe. Donc, un basilic de très grande qualité doit être bien nervuré pour obtenir un maximum de qualité et un maximum de goût. Nous allons maintenant ajouter le fromage, qui doit être 70% du parmigiano reggiano et 30% de pecorino sardo. Donc, nous ajoutons le parmesan et ajoutons le pecorino. Là, clairement, il prend plus de consistance. Pour finir, nous allons ajouter notre huile d'olive de Portofino. Il est important de mettre l'huile toujours à la fin.
Dommage que vous ne puissiez sentir tous les arômes qui se dégagent de ce mortier. Nous quittons Portofino pour le parc national des Cinque Terre. 5 petits villages au-dessus de la mer, dans un incroyable paysage de collines escarpées, unique au monde, symbolisant la somptuosité de l'Italie éternelle. Ce parc national, classé par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité, est l'un des lieux les plus protégés de la péninsule. Arrivant de Portofino, le premier des 5 villages que l'on rencontre est Monteros. Monteros est coupé en 2 par une barrière rocheuse où se trouvent les vestiges d'un château qui sépare la partie ancienne de la moderne. Vernazza, le deuxième village du parc, abrite un petit port typique, hérité des anciennes traditions maritimes de la République de Gênes. Pour certains, il est le village le plus singulier des Cinque Terre, à tel point qu'en 2013, le New York Times l'a nommé comme l'un des 26 endroits au monde à visiter absolument. La voie principale, menant de la gare au port, permet d'admirer les maisons aux couleurs typiques de la Ligurie. Les boutiques d'artisans, les nombreuses petites tavernes et l'ambiance maritime qui s'en dégage donnent à Vernazza une atmosphère à mi-chemin entre le traditionnel et le conte de fées. Vue de l'oiseau, les côtes escarpées des Cinque Terre accentuent le sentiment d'isolement et de paradis sauvage. Corniglia est le 3e village au centre du parc national et le seul qui n'a pas d'accès à la mer. Entouré de vignes qui font sa prospérité, Corniglia se détache néanmoins des autres villages par l'architecture de ses maisons, plus basses et plus étroites. Cela ne l'empêche pas d'être considéré comme l'un des plus beaux villages d'Italie. Le village de Manarola, comme tous les autres villages des Cinque Terre, attire chaque année des touristes du monde entier. En 2018, ils étaient plus de 2,5 millions dans les 5 terres. Une manne économique certaine pour les 5000 riverains du parc, mais aussi un risque pour l'équilibre fragile du site. Pour préserver le territoire, les instances régionales des 5 terres ont décidé d'agir. Si l'idée d'instaurer un quota de touristes a finalement été écartée, la fréquentation sur les sentiers de randonnée est désormais comptabilisée pour mieux gérer l'impact du tourisme sur le milieu naturel. Voici Rio Maggiore, le 5e village des 5 terres, coqueluche des grands réalisateurs de cinéma. C'est en arrivant par la mer que la vision est la plus féerique et inoubliable, disait Martin Scorsese. Pas étonnant alors qu'il a choisi ici de tourner quelques scènes du Loup de Wall Street. Portovenere marque la fin du parc national des 5 terres. C'est une petite cité médiévale du XIIe siècle, miraculeusement préservée du tourisme de masse, beaucoup moins célèbre que les 5 terres et pourtant, Portovenere est inscrite aussi au patrimoine de l'humanité. Au bout du promontoire qui marque l'entrée de Portovenere, à l'abri des colères de la Méditerranée, la très belle église du XIIe siècle apparaît tel un mirage. De style gothique,
Édifiée en lieu et place d'un site romain consacré à Vénus, elle est devenue, au fil du temps, un lieu très demandé pour la célébration des mariages, attirant de nombreux couples des quatre coins du monde souhaitant de se marier dans l'ancien site de la déesse de l'amour. Porto Venere marque pour nous la fin géographique de la Ligurie et nous permet de rentrer directement en Toscane par la région de Carrare. À partir de là, notre itinéraire nous conduira à Florence, berceau de la Renaissance, à San Gimignano, sur la route du Chianti, à Sienne, qui est l'autre ancienne république de Toscane, dans la vallée de l'Orcia, parmi des paysages de rêve, et enfin la région de Grosseto, à Pitigliano, surnommée la Petite Jérusalem. La région de Carrare en Toscane est adossée au massif montagneux des Alpes. La région de Carrare est une succession de paysages fascinants dominés par la silhouette des montagnes blanches couvertes de carrières de marbre. Exploité depuis 2200 ans, le marbre de Carrare est célèbre dans le monde entier pour sa blancheur exceptionnelle, presque sans veine. Chaque année, plus d'1 million de tonnes sont arrachées à la montagne pour être exportées dans le monde entier. Si la Turquie est le premier exportateur mondial en termes de quantité, en revanche l'Italie reste numéro 1 en termes de qualité. Elle bénéficie entre autres de la plus grande variété de marbre au monde et d'un savoir-faire qui remonte à l'Antiquité. Les carrières de marbre de Carrare ont contribué à la naissance des empires et des sociétés. De la Rome d'Auguste au dôme de Florence et de Sienne, des sculptures de Michelangelo à celles de Bernini, du Kennedy Center à Washington à la grande mosquée d'Abu Dhabi, la liste n'est évidemment pas exhaustive. Mais ce que l'on peut affirmer, c'est que le marbre a accompagné les grandes civilisations dans leur évolution. Au pied de ces gisements de marbre, l'Académie des Beaux-Arts de Carrare enseigne 3 disciplines: la peinture, l'architecture et la sculpture. L'Académie est née en septembre 1769 par la volonté de la princesse de Carrare, Marie-Thérèse de Cibo. Dans cette institution, la sculpture a toujours représenté la discipline la plus demandée, notamment à cause de sa situation territoriale, au plus près des gisements de marbre. Mais aussi par la présence des grands maîtres qui venaient à Carrare pour choisir leurs matières premières, et certains y avaient même leur atelier, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Le diplôme universitaire fournit à l'étudiant une maîtrise déjà affirmée de la sculpture, mais aussi l'assurance d'un enseignement reconnu qui est la base et d'une sélection redoutable pour ceux qui passent le concours d'entrée. Au cœur de la merveilleuse Toscane, voici Florence, creuset de la Renaissance, terre des merveilles et de l'inspiration artistique. Elle abrite un monument sacré qui a fait entrer l'architecture chrétienne dans une nouvelle ère, la cathédrale Santa Maria dei Fiori, plus communément appelée le Duomo. Elle domine le cœur historique de Florence.
Avec ses grandes parois verticales de marbre et sa célèbre coupole, elle s'élève à 114 mètres d'auteur, ce qui en fait l'édifice religieux le plus haut du monde. Le Duomo fut achevé en 1436 par Filippo Brunelli. À ceux qui mettent en doute sa capacité à mener les travaux à leur terme, Brunelli répondait « Le dôme est un édifice sacré. Dieu, à qui rien n'est impossible, ne m'abandonnera pas. » Un jet de pierre de la cathédrale, la place de la Signorie, fut le cœur de la vie florentine et le siège du Parlement. Juste à l'arrière de la superbe représentation en bronze coulé de Persée, exhibant la tête de la Méduse, se trouve le Palais des Offices, où est exposé l'un des patrimoines artistiques les plus riches et les plus célèbres du monde. Entre les innombrables chefs-d'œuvre de la Renaissance et du baroque européen, ici sont immortalisés les plus grands créateurs de courants artistiques qui ont révolutionné l'histoire de l'art. Mais de tous ces chefs-d'œuvre, l'émotion ressentie par le printemps et l'envoûtante naissance de Vénus de Botticelli est tout simplement troublante. Parce qu'elle a hébergé des génies dans tous les domaines, Florence a fait de l'église de la Sainte-Croix le panthéon des grands maîtres des arts et de la culture. S'il faut n'en citer qu'un, ça ne peut être que Michel-Ange, considéré comme l'un des plus talentueux de son époque, en particulier pour la sculpture. Dans la Pietà de la basilique Saint-Pierre de Rome restera l'œuvre magistrale de sa vie. Michel-Ange décède à Rome le 18 février 1564 à l'âge de 88 ans. Selon sa volonté, son corps sera rapatrié à Florence le 29 mars de la même année, contre la volonté du pape. Les maîtres de Florence lui feront des funérailles à la hauteur du grand artiste qu'il fut. Avant de quitter Florence, je vous propose un dernier clin d'œil sur l'un des plus célèbres symboles romantiques, le Ponte Vecchio du XIVe siècle. À la fois pont, rue piétonne et galerie marchande, il est aujourd'hui un haut lieu du tourisme en Italie. À partir de l'esplanade de Michelangelo, la vue sur Florence, en particulier sur le fleuve Arno, est inoubliable. Lieu de convergence incontournable pour les visiteurs du monde entier venus ici pour immortaliser la carte postale de Florence. Nous laissons Florence et sa fureur touristique pour nous immerger au cœur du Chianti, une fascinante région où les collines recouvertes de vignes ondulent entre Florence et Sienne. Façonné depuis des siècles par la main de l'homme, ce terroir exceptionnel recèle une mosaïque de parcelles agricoles où vignes, oliviers et prairies jouent de mille et une nuances de vert sous une lumière limpide. Niché sur l'une des collines du Chianti, San Gimignano, avec ses tours fortifiées, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, nous rappelle que les guerres moyenâgeuses entre Florence et Sienne furent âpres et disputées. Une rivalité toujours palpable, car on parle toujours de Chianti florentin et de Chianti sénois.
Les tours, dont la plus haute culmine à 54 mètres, n'avaient pas seulement pour but d'afficher la richesse de la famille qui les construisait, mais aussi d'asseoir leur pouvoir. Plus la tour était haute, plus la famille confortait son importance. Outre son architecture hors du commun, San Gimignano est riche en activités artistiques. L'atelier d'art de Simone et Sandro s'inscrit dans la plus pure tradition artisanale italienne. De la rencontre de quatre mains, le bois de cuir se mêle pour donner forme à la matière. Ainsi est né l'atelier Calliopi, un espace intimiste dédié aux œuvres intemporelles, ni du besoin de s'exprimer et d'une profonde passion pour le sujet. Situé à 80 km au sud de Florence, voici Sienne, deuxième cœur battant d'une Toscane éternelle et grande rivale de la capitale florentine. Jadis, plusieurs siècles de guerre et de paix armée ont opposé ces deux républiques. Leurs palais, leurs dômes, leurs fontaines et leurs places nous rappellent combien elles étaient fières, riches et brillantes durant les siècles du Moyen-Âge. Inscrite au patrimoine mondial depuis 1995, Sienne est décrite par l'UNESCO comme l'incarnation de la ville médiévale par excellence. Sienne, comme Florence, fut le terrain d'expression des maîtres de la Renaissance. Toutes deux, au Moyen-Âge, avaient une influence primordiale dans le développement culturel et artistique en Europe. La cathédrale, du style romano-gothique, édifiée en 1136, est l'autre monument grandiose de la Toscane, où les grands maîtres de la Renaissance ont donné libre cours à leur génie. Leurs décorations extérieures et leurs chefs-d'œuvre intérieurs foisonnent peut-être à l'excès, mais ils sont toujours spectaculaires. L'intérieur de la cathédrale est d'une extrême richesse artistique. Lorsqu'on y pénètre, on est subjugué par l'effet puissant créé par les colonnes bicolores et le magnifique pavement en marqueterie de marbre. Il est l'un des plus beaux d'Italie. La somptueuse bibliothèque fut ordonnée par le cardinal Piccolimi, qui devient pape Pie III en 1495. Les fresques exceptionnelles, ornant toute la bibliothèque, ont été peintes par le talentueux Pittoricchio. Elles célèbrent la vie du pape Pie II et de son pontificat. De Sienne à Florence, la campagne siennoise fut le théâtre de guerres fratricides pour l'affirmation politique de la Toscane. En 1213, le maire de la République de Sienne ordonne la construction d'un château sur une colline surplombant la vallée de Stage. Ce poste défensif contre Florence fut l'objet de batailles féroces pour sa possession. Au cœur de la Marème toscane, dans la région de Grosseto, Pitigliano, sur son éperon de tuf, nous apparaît enfermé dans son temps, immobile et indissoluble. Ce charmant petit village, avec ses places et ses venelles étroites, conserve le charme médiéval propre à tous les villages moyenâgeux de la Toscane. Pitigliano est aussi connu sous le nom de Petite Jérusalem, en raison de sa forte population juive arrivée au XVIe siècle.
Sur ordre du pape Paul IV, des marchands, des banquiers et des juifs de tous bords furent chassés hors de Rome, fuyant l'autorité catholique et les mesures anti-juives. Ils se réfugient à Petigliano, où ils vont créer un véritable ghetto souterrain, au cœur de la cité médiévale. Ces vestiges nous rappellent les heures sombres de la persécution juive. De tous les paysages toscans, ceux de la vallée de l'Orcia, au sud de Sienne, sont les plus photographiés et parmi les plus populaires d'Italie. Les tournages des grandes productions américaines telles que le Gladiator ou multiples Oscars de Ridley Scott trouvent ici une atmosphère intemporelle propice à leur imagination. L'aspect légèrement vallonné et les ondulations de ces sols qui changent de couleur au fur et à mesure des changements de végétation ont en commun une dominance chromatique unique à chaque saison de l'année. Le mois de mai est le plus remarquable, avec ses différents tons de vert et de jaune que l'œil caresse sans rencontrer d'obstacles jusqu'à l'horizon. Le paysage tout entier semble être dans une mer sans fin, dont les vagues et les ondulations vous transportent à une paix presque irréelle. C'est le lieu que j'ai choisi pour conclure ce magnifique voyage, au cœur d'une Toscane douce et sensuelle, belle et innocente comme la naissance de Vénus de Botticelli. J'ose espérer, mesdames et messieurs, que vous avez apprécié votre voyage. J'aurai le plaisir de vous retrouver d'ici 3 ans avec le 3e volet, qui sera consacré à de nouvelles régions de l'Italie, notamment la ville éternelle. Nous irons en Sardaigne, nous irons en Sicile et nous finirons notre voyage par les Pouilles. Je vous rappelle qu'à partir du site internet des Grands Explorateurs, vous pourrez télécharger le film que vous venez de découvrir, mais également le film du 1er volet que j'ai été venu vous présenter il y a 3 ans. D'ores et déjà, je vous remercie d'être fidèle aux Grands Explorateurs et j'aurai grand plaisir à vous retrouver dans 3 ans. Bonsoir. Vous aimeriez acheter un produit ou tout simplement avoir de l'information? Visitez notre boutique en ligne au grandsexplorateurs.com.